rare si on peut couvrir la même matière avec la lenteur dont je parle français, qu'on aurait pu le faire en anglais. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que le nombre de Hurwitz? Ça, c'est juste une esquisse du contenu. Il y aura un rappel sur ce que classiquement on pourrait appeler nombre de Hurwitz. Ce n'est pas tout à fait classique parce que c'est inspiré par des travaux pas si récents, il y a 17 ans, de Okunkov et Panteripande, qui faisaient un rapport entre la théorie des fonctions de taux des systèmes intégrables et les nombres de Hurwitz dans le sens classique. Mais c'était un cas très spécial. Et là, on a réalisé qu'en effet, il y a un contexte beaucoup plus vaste qui peut se traiter de la même manière. Et ça, c'est la partie que j'appelle classique. Ça fait rapport avec système intégrable, mais je ne vais pas faire grande chose de ça. Le sujet principal, c'est le numéro 3, qui est un cas particulier, une sorte de généralisation. L'idée est le suivante. Je vais définir une invariante énumérative qui porte sur ou bien combinatoire ou géométrie, dépendant de l'interprétation, qui remonte au XIXe siècle. Hurwitz et Frobenius ont introduit cela. Et ce qu'on va faire, c'est de transformer quelque chose qui est un objet tout à fait classique, un objet aléatoire, éventuellement une variable aléatoire dont on peut prendre les valeurs d'attente, etc. Et ça, c'est un cas particulier, par surprise, pas par choix, redonne une distribution qu'on peut identifier avec gaz bosonique. Alors, c'est pour ça que j'avais espéré qu'au moins une ou deux spécialistes de mécanique statistique soient ici. Parce que c'est quelque chose vraiment... C'est une question d'interprétation. C'était pas moi qui a choisi ces formules, ça provient des définitions, mais le bon Dieu qui a dit, bon, les nombres de Hurwitz pondérés, dans certains cas, se comportent comme un gaz de molécules bosoniques. OK, alors très simple. Ici, une petite inconsistance, mais c'est juste un cas spécial. Prenons le point de vue de combinatoire et le groupe symétrique. Alors, dans le groupe symétrique, on choisit un élément H qui a une certaine, qui appartient à une classe de conjugaison. Les classes de conjugaison sont étiquetées par les partitions, longueur des cycles, et on énumère, qu'est-ce que c'est que énumère le nombre de factorisations d'un tel élément dans le produit de k éléments dont les éléments de classe de conjugaison sont spécifiés. Et ça, c'est le nombre de Hurwitz combinatoire. C'est vraiment l'interprétation de Frobenius, mais ça, c'est le plus simple. Alors, on a par exemple un diagramme de Young pour une partition, et associé à cela, on a une classe de conjugaison. Là, il y a une formule due à Frobenius et Schur qui est vraiment, au fond, le début de la théorie des représentations, qui donne cet entier, F, en termes des caractères irréductibles du groupe symétrique. Oui, c'est mieux. Alors, voilà. Alors, ça, c'est le nombre de Hurwitz défini de la manière de Frobenius. Et ça, c'est une formule qu'on peut démontrer très facilement. Ça, c'est le caractère irréductible. Bon, ici, les partitions jouent un double rôle. L'une pour identifier la représentation irréductible, c'est juste le symétrisateur de Young qui donne la classe, la représentation irréductible. Et puis, c'est un caractère, alors c'est une fonction sur les classes qui sont eux-mêmes étiquetées par les partitions. On fait un produit pour une irréductible lambda donnée sur toutes les classes d'équivalence, normalisé par quelque chose qui est essentiellement un stabilisateur, multiplié par un autre facteur de normalisation qui est le produit des crochets des longueurs de hook product formule. Et en somme, et ça c'est miraculeusement l'objet combinatoire qu'on cherche. H lambda, toutes les deux, H lambda et Z mu sont des choses bien connues combinatoires. Ils ont une formule. Ici, je l'avais écrit pour Z mu. C'est essentiellement
l'ordre du stabilisateur d'un élément dans cette classe d'équivalence. OK. Et une autre interprétation qui vraiment remonte à Hurwitz, ça c'est le recouvrement branché d'une surface de Riemann, mais nous nous restreignons au cas d'une sphère de Riemann. On regarde les recouvrements branchés avec K, point de branchement non trivial, d'une sphère de Riemann, et à chaque point de branchement, il y a une structure de ramification qui dit combien de feuilles, le nombre de feuilles est n, combien de feuilles s'identifient avec un seul point, et ça donne des partitions, alors une liste de k partitions de n, et alors on peut compter ça avec une certaine normalisation, on doit diviser par l'automorphisme, l'ordre du groupe d'automorphisme, et ça donne un autre objet qui est géométrique. Ça, c'est originellement ce qu'on appelle le pur nombre de Hurwitz. Mirabilis dit que les deux coïncident, mais ce n'est pas tellement surprenant. Tout le monde ici probablement connaît la notion de monodromie. Si j'ai un recouvrement d'une sphère de Riemann ou n'importe quoi, j'ai un certain nombre de points de blanchiment, et je fais un petit tour homologique, un lacet, autour, disons, de tous les points de blanchiment. Alors, ça va donner et on regarde le relèvement de ça. Alors, on commence n'importe où, en haut, et on suit le chemin. C'est trivial parce qu'on a entouré tous les points de blanchiment. Alors, c'est l'élément identité. Alors, ça, c'est le cas où H ici est juste l'élément identité, mais on pourrait faire différemment. On pourrait exclure un ou deux, et ça revient à la même chose. Comme ça, si j'exclus un seul point, c'est juste la propriété multiplicative du groupe fondamental que le produit du monodromie induit par une seule lacet autour d'un seul point de branchement se multiplie, et ça c'est juste la représentation en monodromie du relèvement du chemin. Alors ça c'est la raison que les deux formules coïncident. Et de plus, une fois qu'on a un tel recouvrement, il y aura un nombre d'Euler ou un genre, et ceci est la formule de Riemann-Hurwitz, qui relie le genre du relèvement à quelque chose associé avec chaque profil de ramification. Nous appelons ça, je ne sais pas si c'est le colongueur. Il y a une notion de longueur qui est le nombre de lignes dans le diagramme de Young, et poids qui est le nombre de... Bon, la différence entre les deux est ce qu'on appelle le colongueur, et ça représente le degré de dégénérescence. Si c'est 1, si la différence entre le poids et le longueur est 1, ça veut dire que c'est un diagramme de Young de ce type-ci. Et ça, c'est le type de branchement le plus simple de racine carrée. Et ça, c'est le cas générique. C'est ça que Okonkwo et Pandre étudié. Ça, c'est le cas où le colongueur est 1. Et le plus dégénéré, ça sera ceci, qu'on va voir plus tard. Alors ici, on a deux feuilles qui coïncident. Ici, on a toutes les feuilles qui coïncident. Et ici, c'est quoi? C'est n-1. Alors ça, c'est le plus grand, la valeur le plus grande, la valeur le plus petit. Et maintenant, pensons juste un peu artistiquement à cette dégénérescence comme une sorte d'énergie. Le plus grand de dégénérescence, le moins probable qu'on aura une telle configuration. Alors, si on pense à Boltzmann, ça c'est une énergie. On peut justifier ça du point de vue de dimension des strates, mais intuitivement, c'est raisonnable que forte dégénérescence n'est pas très probable statistiquement, alors c'est énergétique. Et le cas où tu as une seule colonne, il n'est pas intéressant? Ça, c'est pas un point de branchement. Il n'y a pas de branchement. Ça, c'est le point générique. Voici un cas où on a un point de branchement avec ramification totale
3 feuilles, et racine carrée, 2 feuilles et 1 feuille, jusqu'à maintenant. Le cas où on fixe une seule, alors il y a toujours dans les énumérations de Pandharipande et de Okonkov, un point ou 2 points qui sont protégés. Alors, le point à l'infini, par exemple, on fixe et on ne part pas de ça. C'est n'importe quoi, la structure de ramification est fixée. Alors ça, c'est le mu pour Pandharipande. Pour Okonkov, il y a 2 points, le point 0 et le point infini, où la ramification est fixée. Et tout le restant, ils insistent que ça soit simple, alors ce cas-ci. C'est ce qu'ils ont engendré. Alors, on définit un certain objet qui est le contenu du diagramme de Young, qui veut dire, on prend le diagramme de Young et on met des zéros sur le diagonale principal, 1 en haut, moins 1 en bas, et on somme tous. Ça, c'est le contenu des fois. Et ça peut s'écrire en termes d'une évaluation du caractère irréductible. This is any partition lambda. Oh, I see. You're evaluating. This is just the content of the partition. And that figures in Okunkov's formula. OK, alors lui, il appelle ça COVD. Il y a une question de connexe, non connexe. Ceci énumère tous les recouvrements, que ça soit connexe ou non, mais il faut faire un log éventuellement dans la fonction génératrice. Si on veut le cas connexe, je n'ai pas encore donné la fonction. Mais ça, c'est l'objet que Okonkov et Pandharipande sont en train d'écrire ou étaient en train d'écrire une fonction génératrice pour ces choses-là. Seulement ces choses-là, pas d'autres invariantes de Hurwitz. La signification, une autre signification combinatorielle, c'est que ce nombre-là énumère le nombre de chemins dans le diagramme de Cayley engendré par les transpositions qui commencent à mu, dans la classe d'équivalence mu, et classe de conjugation mu, et terminent à nu. Le fait que ça c'est franchement simple, il faut penser ça comme une transposition. Alors ça c'est l'interprétation. Ici on a un diagramme de Cayley pour S4 engendré par les transpositions. Ici, on a groupé 2 classes d'équivalence ensemble. Ici, ça, c'est une classe, une autre classe. Et alors, on fait une énumération de chemins, non seulement à partir de l'identité, mais si on fait de l'identité à un autre point, ça, c'est le cas simple Hurwitz numbers de Pandharipande. Si on commence à n'importe quel et termine à n'importe quel, ça, c'est le double. Ça, c'est la signification. OK, alors, ce que Okonkov et Pandharipande ont noté, ou pour le cas simple, ou pour le cas double, qu'une certaine fonction tau, dans le sens des systèmes intégrables, pour ceux qui connaissent les systèmes intégrables, c'est une fonction génératrice de flot commutatif du type Kadonsev-Petriashvili. Ce sont ou dans le premier cas. Dans le second cas, il y a 2 ensembles de flots infinis, ça c'est les flots T. Le n est un entier, on n'a pas vraiment besoin de ça. Ça fait un réseau de KP modifié. Ici, on a les doubles Toda et le réseau. Et alors, qu'est-ce qui sont les coefficients? Là, j'ai fait un développement dans une base d'une seule fonction Schur ou double fonction Schur, mais diagonale. Notez que le lambda ici et lambda là sont les mêmes. En général, une fonction tau n'admet pas un tel développement, mais il y a 2 partitions différentes ici. Mais ceci est une sous-cas qui est baptisée les fonctions tau du type hypergéométrique. Si vous voulez savoir l'origine de ça, je vous expliquer après. OK, mais alors, dans ce cas-là, quelle forme est-ce que cette coefficiente, qui sont vraiment des coefficients de Plücker pour un élément d'une grassmannienne infinidimensionnelle, qu'est-ce que ça prend? Alors, ça prend, pour le cas de Okonkov et Pandharipande, on introduit la fonction exponentielle. On évalue cette fonction exponentielle
pour différents coefficients J, ça c'est les entiers, avec des couples qui se trouvent comme blocs de diagramme de Young. Et on multiplie. Alors ça c'est la définition, ça c'est un exemple de ce qu'on appelle une content product. Avant on a vu une content sum, ceci est l'exponentielle d'une content sum, et ça donne la même chose, ça c'est le produit. On introduit ça comme coefficient dans le développement, et mirabilis dictu, on trouve un objet qui satisfait aux équations bilinéaires de Hirota. Alors ça c'est une solution, ça donne une solution à une infinité d'équations dérivées partielles dans les variables t. Ça c'est bien connu, ça c'est une manière compacte formellement d'écrire les équations. La chose importante c'est que c'est bilinéaire dans la fonction tau et il y a une infinité d'équations, ça c'est les équations de Hirota. Pour le cas Toda, il y a deux types parce qu'on peut varier le site du réseau. Alors ça c'est juste pour rappeler, je ne mets pas l'emphase sur cela. Sur la précédente, les deux coefficients étaient les mêmes dans les deux séries? Ah oui, ceci est le même. Ça, c'est le type exponentiel. Tu verras plus tard des fonctions quelconques. Mais oui, ceci est Kp, ceci est Toda. Mais c'est le même coefficient. La différence, c'est ce que, au lieu, tu vois, si tu prends la seconde et tu l'évalues au point où S égale 1, 0, 0, 0, 0, tu obtiens l'inverse du hook product. Alors, c'est la même formule, juste une spécialisation. OK. Alors, maintenant, j'aimerais juste rappeler le grand ancien grand-père des fonctions tau qui agit comme fonction génératrice pour des invariantes combinatoires ou groupes théoriques, la fonction Schur. Le fameux, ça c'est dans le premier chapitre de Griffiths et pas Griffiths, Fulton et Harris. La fonction génératrice de Frobenius pour les caractères du groupe symétrique sont les fonctions Schur. Si on développe ça dans une base d'une autre base des fonctions symétriques, notamment les power sum symmetric functions, les sommes de puissance, les coefficients de la normalisation après sont les caractères irréductibles. Alors, rien à nous empêcher à changer la base. On va changer la base dans le développement de notre fonction tau. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, ceci satisfait exactement les mêmes équations de Hirota que n'importe quelle fonction tau. Ça, c'est une fonction tau aussi. Ça, c'est le brique de construction pour toutes les fonctions tau. The restriction? This? No, the restriction ITI is PI. Oh, no, it's not a restriction. C'est juste une définition. Si tu penses aux variables... Je n'ai pas écrit les variables auxiliaires bosoniques. Alors, ceci est une somme de puissance d'une infinité d'autres variables. Alors, c'est le... Tu connais, ton collaborateur définit ça. On appelle ça les variables de Jimbo. Ou de Miwa. Non, les variables de Miwa. OK. Alors, c'est juste on divise par I, c'est tout. Pour but des systèmes intégrables, c'est plus convenable de prendre pas non PI comme variable, mais PI divisé par I. OK. Alors, on réécrit ça dans la base des sommes puissances, ou le cas double, ou le cas simple, et mirabilistique, tout. Bon, ça c'était le point de leur article. Les coefficients sont les fonctions les invariants de Hurwitz. Alors, on a une fonction tau, Kp ou Toda, qui est fonction génératrice pour les nombres de Hurwitz. Ça, c'était le point de départ, c'était environ 2000 quand ils ont fait ça. Maintenant, j'aimerais introduire une notion qui va jouer un rôle central dans la suite. Quand on a une suite comme ça dans le diagramme de Cayley, ça veut dire, si on commence avec un élément de Sn, puis on le multiplie par une transposition, puis une seconde transposition, etc. Ça, c'est un chemin dans le diagramme dans la graphique de Cayley, engendré par les transpositions. Alors, on peut associer une invariante à un tel chemin. Et on appelle ça la signature. Je ne sais pas si c'est standard, c'est mon collaborateur Guy Paquet qui a suggéré de l'appeler ça. Et c'est très simple. C'est très similaire à ce qui figure dans les facteurs de normalisation du Frobenius-Schur. On compte. Alors, on peut toujours ordonner le AB tel que le B soit plus grand que A parce que c'est une involution. Alors, faisons ça. Le B est toujours plus grand que A. Maintenant, compte le nombre de fois que B prend une valeur donnée.
une valeur fixe. Et pour chaque entier, on fait une liste d'entiers qui a le nombre de fois fini que B prend cette valeur. On appelle ça, et on leur donne faiblement décroissant. C'est une partition de quelque chose. C'est une partition du nombre d'étapes. Les parties sont le nombre de fois. On pense à ça comme les escaliers. Si c'est faiblement ordonné, on va tenir la même valeur de B, disons B1, B2, B3, c'est le même. Ensuite, on fait une étape et ça devient B. Mais ce n'est pas nécessairement ordonné comme ça. Ça pourrait être d'autres. Alors, juste la longueur des escaliers qu'on monte. OK? Si c'est réordonné de façon faiblement croissante. Appelons ça la signature. Maintenant, j'introduis une autre fonction génératrice plus primitive, qui n'est une série formelle. C'est de la même manière que les fonctions génératrices pour les fonctions élémentaires symétriques. Alors, ça commence avec 1, et ça pourrait être une série convergente ou juste formelle. Ça pourrait aussi être présenté dans certains cas comme un produit infini, ou comme, et c'est convenable, comme l'inverse d'un produit infini. Si c'est un produit infini, on reconnaît les coefficients comme étant les fonctions symétriques élémentaires des variables CI. Alors, tout est symétrique dans les CI. Sinon, dans l'autre cas, c'est les fonctions symétriques complètes. Ça, c'est le cas complet. Ça, c'est le cas élémentaire. Il y en a d'autres. Alors, voilà. Supposons que maintenant, on fait, du point de vue de chemin dans la graphique de Cayley, une pondération. Nous aurons des chemins pondérés. Chaque chemin porte une signature, comme telle, lambda. On énumère le nombre de chemins qui commence dans la classe de conjugaison mu et termine dans mu avec signature lambda. Ça, c'est juste un entier. On le pondère, pèse, avec la fonction élémentaire symétrique dans le premier cas, d'une infinité, en principe, d'inconnu ou d'indéterminant, et on somme. Et on appelle ça le nombre de Hurwitz combinatoire pondéré, avec ces pondérations. Ce n'est pas clair si c'est une poids positive ou normalisable, mais formellement, bon, c'est une somme finie. Alors, c'est bien défini. Ça, c'est une manière de faire ça. À la fois, on fait quelque chose, d'ailleurs, pensez à G pour le cas de Okonkov comme étant la fonction exponentielle. Alors, le cas le plus simple qu'on a vu, qui n'est ni un produit infini, ni quotient de 2, mais c'est la limite d'un produit infini. C'est une série, en tout cas. Définissons une content product, produit de contenu, qui est l'évaluation de la fonction génératrice, un paramètre qui va éventuellement jouer le rôle d'un petit paramètre, mais pour l'instant, ça n'a pas d'importance, bêta, multiplié par le contenu et le produit sur le diagramme de Young, où la valeur maintenant de Rj est simplement l'évaluation de G, Rj bêta. C'est convenable de prendre le quotient ou voir ça comme quotient de deux objets. Alors, rho j divisé par rho j moins 1 donne rj. Et ça, éventuellement, on va penser à ça comme des coefficients d'un développement de Fourier. Alors, bon, il y a un objet là qui est convenable, mais à part de normalisation, donner les rj et donner les rho rj revient à la même chose. En effet, c'est la fonction génératrice qui est fondamentale. Et maintenant, définissons, comme Okonkov l'a fait, une double série, fonction Schur, dont les coefficients maintenant, avec un certain facteur, juste pour rappeler le poids de lambda, qui est
le quantum product. Alors je constate qu'une telle somme reproduit exactement le truc pondéré qu'on a défini avant, quand on passe d'une base de fonction Schur à une base de somme de puissance. Et ça, c'est une théorie. OK. Je ne donne pas la preuve parce qu'il n'y aura pas de temps. Mais l'essentiel des preuves, ça, c'est un jeu dans le centre de l'algèbre de groupe symétrique. On a quelque chose qu'on appelle les Jucis-Murphy elements, qui sont des éléments commutatifs qui sont la somme de transpositions jusqu'à un certain point. Ils forment une sous-algèbre, ils engendrent une sous-algèbre commutative dans l'algèbre de groupe. Et on a deux bases, les sommes sur les cycles types, deux bases pour le centre, et l'autre qui est les idempotents orthogonales, dont le produit reproduit la même chose. Ici, le lambda, il faut le voir comme une étiquette, une représentation irréductible dans le groupe d'algèbre. Ça, c'est comme la représentation régulière. On a des composantes irréductibles et c'est un projecteur sur ça. Alors ça, c'est deux bases. Quand on diagonalise les Oui, oui. Pas les. OK. On arrive dans la prochaine matrice. Alors, le théorème est que non les éléments de Jucis-Murphy eux-mêmes, mais n'importe quelle combinaison symétrique, polynôme, peut-être éventuellement d'autres fonctions, est diagonale dans cette base. Et la valeur propre n'est rien que l'évaluation de cette fonction au point j moins i. Alors, on substitue pour les éléments de Jucis-Murphy les entiers j moins 1 à chaque point dans la partition. Et ça, c'est une théorème. Maintenant, appliquons cette notion, à notre fonction génératrice. Alors, on peut prendre notre fonction génératrice, penser à ça ou comme fonction d'une... Bon, ça, c'est les C, les indéterminés, ou on peut remplacer, puisque ça s'applique également bien, les indéterminés par les éléments de Jucis-Murphy. Et comme ça, nous avons un élément central du groupe d'algèbre, groupe algebra, l'algèbre de groupe de SN. Et corollaire, la valeur propre est exactement ce produit contenu qu'on a vu avant dans la définition de la fonction taux. Ça, c'est la base d'une preuve, mais je ne vais pas plus loin que ça. Alors, OK, ici, ça, c'est les détails. On doit juste agir par cet élément central sur les deux différentes bases. Ça fait la différence parce que la formule de Frobenius, qui relie les Schur avec les sommes de puissance, est également valable si on veut relier les C mu avec le F mu. Il y a une application caractéristique qui applique les F mu dans les Schur et les C mu dans les P mu. Ainsi, la formule de Frobenius-Schur est un changement de base entre les deux bases. Alors voilà. Et après tout ça, j'aimerais introduire une autre notion de Hurwitz pondéré, comme nous l'avons vu pour les cas élémentaires. On avait nombre de recouvrements d'une sphère branchée. Ici, j'aimerais prendre ça comme poids pour le recouvrement, c'est-à-dire, maintenant, ce n'est pas les élémentaires, mais ce qu'on appelle dans le livre de MacDonald les monomiales. Ça, c'est une autre. Nous avons vu trois bases à l'algèbre de fonctions symétriques. Les fonctions de Schur, les puissances, donc quatre bases. Les fonctions de Schur, les puissances, somme de puissances, les élémentaires et les complets. Ici, une cinquième, ça c'est les monomial sum symmetric functions, les sommes monomiales. Et une autre qui semble un peu mystérieux dans la littérature, ce que MacDonald a baptisé forgotten. F, ça c'est pour forgotten. Forgotten symmetric function, parce que jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé une utilité à cela, ni une formule exacte. Mais ça fait partie de cette contribution qu'il y a une formule exacte, que si vous lisez les
footnotes dans le livre de MacDonald, il constate que ça n'existe pas ou ce n'est pas connu. Alors voilà, si quelqu'un connaît l'adresse email de MacDonald, j'essaie depuis 3 ans de lui communiquer cette formule qui dit n'existe pas. Alors, léger différence entre les deux. On forme un produit des indéterminés étiquetés par leurs éléments et à la puissance de quoi? À la puissance, notez ici le L étoile de mu, ça c'est les parties d'une partition lambda. Alors j'avais oublié à dire que ici le lambda qui est associé à une suite de K, partition mu1, mu-K, les parties de lambda ne sont que les colongueurs des mu. Alors, ça, c'est vraiment lambda 1, lambda 2, etc. Et ça, c'est équivalent à une formule, on doit sommer sur les perturbations, mais les étiquettes doivent être strictement différentes. Alors, on peut les ordonner strictement et sommer sur le groupe symétrique, comme ça on obtient tout choix. Et ça, c'est équivalent à une formule dans MacDonald qui définit ça. Par contre, si au lieu, mais il ne l'écrit pas comme ça. Je dois noter, si vous voulez, pour une qui contient qui se rappelle, j'espère, par cœur du groupe, du livre de MacDonald. Peut-être tu te rappelles que ce n'est pas la formule dans la forme dans MacDonald, parce qu'ici les permutations sont sur les index. Pour lui, les permutations sont sur les puissances. Alors ça, c'est l'erreur qu'il a commis. Ils sont équivalents à une normalisation près. Si on avait fait la permutation sur les index, on aurait pu faire ça pour le forgotten aussi. Seule différence, est-ce que ça c'est strictement ordonné, ça c'est faiblement ordonné. Et pour lui, ok, on peut parler de ça après, mais il y a une involution de l'algèbre qu'il appelle oméga, qui amène les E dans les H, et c'est exactement ce qui amène le M dans le F. Et ça on voit, parce que la définition, l'une est strictement ordonnée, l'autre est faiblement ordonnée. Ok, alors là, j'avais juste défini une sorte de poids qui dépend également des paramètres. Il y a une relation simple entre les fonctions génératrices de ces gammes, les M et les F. Entre les fonctions génératrices, non, c'est plutôt... Ah, bon, ok. Fonction génératrice des M, elle est pas. Pour des valeurs de paramètres, c'est quelconque... Il y en a un qui est strict et l'autre qui est faible. Parlons de ça. Je ne sais pas. Mais certainement bon, il n'y a pas de problème d'exprimer les E en termes des H, mais d'exprimer les M en termes de F, ça c'est une découverte. Essayez à faire ça. Ça serait intéressant. Mais moi, je ne connais pas une formule qui exprime l'une entre... C'est dans le livre d'ailleurs, c'est dans le livre de MacDonald. Il y a une table de changement de base, mais comment calculer ces coefficients, il ne m'indique pas, c'est simplement une définition. Alors oui, si on pourrait servir de cette formule pour calculer les éléments du tableau, ça serait intéressant. Ok, maintenant ça sert juste comme définition, ça semble comme provenir du bon Dieu encore, mais vous verrez qu'il y a un théorème. Alors, pondérons, let us wait. Pondérons les purs Hurwitz du type Okounkov avec deux protégés par cet objet qui est les monomes, les invariants monomes. Ou classe 2, ça c'est classe 1. Ou faisons la même chose avec les forgotten, avec les fonctions symétriques oubliées. Ça c'est classe 1, classe 2. Ça va correspondre aux deux fonctions génératrices que les deux forment. The ramification profile are these. These are the ramifications. Does it have anything to do with mu? No, it's completely, that's a forgotten variable. On supprime mu nu, ça ne figure pas dans les pondérations. Seulement la liste de cas autres points de ramification figure. So it could actually be called something other than mu? Or is this just You could call it sigma if you want. Think of it's like a protected thing at 0 and infinity, and we never touch that. You just choose it as you like, but it will not enter in the way. Okay. So the notation that mu has nothing to do with it. Well, the mu nu is just a label, so it could be anything. They're partitions of. So this is generalizing Okounkov, where he also picks mu and nu arbitrarily, but insists that these are all simple.
Here I'm allowing them to be anything with a weight. Okay. And the sum, c'est contraint. Il y a un D ici qui maintenant, pour Okonkov c'était le même que K, mais maintenant c'est la somme des colongueurs. Ça retombe à K si toutes les mues sont simples. Ok. On écrit maintenant une théorème qui est le fait que la fonction tau qu'on a définie avant, avec le double développement de S, qui a engendré le truc combinatoire, le F, également engendre le H. Alors, corollaire, F et H, définis complètement différents, différemment. Tous les deux étaient définis d'une manière, disons, pondérée, mais l'un consiste de chemin pondéré dans la graphique de Cayley, et l'autre est une pondération de recouvrement. On a vu qu'avec monodromie, on peut lier les deux dans le cas pur, mais ici, ce n'est pas du tout évident que le rapport entre les deux prend une pondération qui consiste des E lambda, les élémentaires, et le ramène à une pondération de recouvrement qui consiste des monômes M. Et l'autre cas que je n'ai pas insisté, mais quand la pondération est H, qui est la seconde classe, alors c'est les forgotten. Alors le cas avec dénominateur classe 2, je pense à ça comme un omnibus. Classe 1 sont les personnes en haut, numérateur, et classe 2, c'est les personnes en bas, le dénominateur. Ok, alors ça c'est une théorème qui égalise les deux, et la preuve c'est essentiellement cet jeu avec les Jucis-Murphy et le changement de base. Ok, on revient à Okonkov. Je dois me dépêcher parce que maintenant je dois arriver au quantique. Alors on a 20 minutes, j'espère. Ok, alors on reproduit tous les résultats de Okonkov et Pandry-Pandey en choisissant le G comme l'exponentielle. Alors, je ne répète pas les détails. Un autre cas qui était bien étudié dans les années récentes, ça s'appelle les courbes de Belly, qui sont des recouvrements avec exactement 3 points de blanchiment. Et il s'avère que la fonction génératrice est le plus simple possible, 1 plus Z. Pourquoi 1 plus Z? Parce que ça ne permet qu'une seule puissance de Z, et c'est les puissances de Z qui énumèrent le nombre de points de blanchiment. Et nous avons déjà fixé 2, mu nu, alors nous n'avons qu'une seule à ajouter, alors c'est une puissance 1. Ok, alors ça veut dire que la fonction génératrice qui est centrale est cela. Ça, c'est exactement ce qu'on obtient en remplaçant la fonction génératrice pour les élémentaires par les Jucis-Murphy. Tout ça, je ne fais pas les détails, mais la formule pour le content product, c'est une sorte de un symbole de Pochhammer. Bon, les autres détails, je n'insiste pas. Maintenant, on arrive au sujet de ce séminaire, le cas quantique. Mais le cas quantique, dans ce sens-là, n'est qu'un cas spécial de pondération. Alors, la règle est le suivante. Prenez les CI et égalise ça à Q à la puissance I pour un paramètre Q qui se trouve entre 0 et 1. En effet, ça va être réel. C'est une évaluation spéciale. On regarde la fonction génératrice et ce n'est rien que ce que certaines personnes, comme Fadeev, appellent le quantum dilogarithm, le logarithme quantique. En effet, Jacobi et des autres connaissaient ça très bien. C'est un morceau du produit triple, la décomposition de la fonction θ de Jacobi comme produit de... Ça, c'est le premier facteur. Le second est juste la réflexion et le troisième, c'est la fonction état. Alors, c'est bien connu depuis des siècles. Utilisons ça avec un paramètre Q auxiliaire comme fonction génératrice. Juste faisons ça. Ce n'est pas pourquoi, mais il s'avère que ça donne quelque chose d'intéressant. Alors, voilà les formules pour toutes les content products et tout ça. On met ça dans la formule pour la fonction tau. On utilise, parce que dans ce cas-ci, puisque tout est une puissance de Q, on peut ressommer, on peut prendre les sommes dans les monômes et les forgotten et l'évaluer comme série géométrique. Alors, on obtient des fonctions rationnelles symétrisées. Ça, c'est l'expression, dans ce cas, du poids. Ça, c'est le poids.
Mais le x ici sera des puissances de q. Alors, c'est mieux de l'écrire comme ça. Vous voyez? Ça, c'est le poids qu'on attribue pour une configuration dont les points de branchement, dont les structures de branchement sont données par ces partitions-là. Maintenant, ceci, si vous regardez maintenant, j'espère qu'il y aura quelque chose de familier qui commence à arriver. Il y a des différentes conventions qu'on peut faire. On peut faire -1 ici, et on peut faire 1. Et on peut faire, ça c'est la classe 1. Je m'excuse. Ça c'est la classe 1. Et la classe 2 devient ceci. Alors ça, c'est 3 candidats. Il s'avère que toutes les 3 sont très similaires et ont la même limite quand Q tend à 1. Mais le cas le plus intéressant, c'est ceci avec I commençant avec 1 et non 0. Okay, alors c'est vraiment l'exponentielle du log quantique divisé par 1 plus Z. Le terme puissance 0 disparaît. Ok, faisons ça et regardons ce poids. Et maintenant, utilisons un peu d'imagination pour reconnaître que c'est une formule connue. Alors, Q, j'ai dit que l'énergie, avant, en motivant, l'énergie d'un point de branchement mu, avec structure mu, c'est proportionnel aux colongueurs de cette. Mais c'est une énergie. Alors, mettons un état de base et un spectre linéaire. Alors, oscillateur harmonique, ça c'est des multiples entiers d'un état de base. Qu'est-ce que c'est que h bar oméga 0? C'est n'importe quoi. Mais c'est lié avec Q dans le sens que Q sera interprété comme moins bêta h bar oméga 0. OK? Alors, bêta, c'est juste pour faire quelque chose de plus familier. Alors, ça, c'est le constant de Boltzmann. Maintenant, réécrivons cette formule en termes de h bar et constant de Boltzmann. Et on obtient cela comme pondération. Là, il y a quelque chose, j'espère, de familier. C'est Bose-Einstein. Sauf qu'on a un produit. Une seule point de branchement, alors une molécule. 2 points de branchement, 2 molécules additives, alors ils sont indépendants. On prend la somme des énergies. On prend un produit, alors c'est une, quoi, canonical ensemble ou grand canonical ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, un molécule, 2 molécules, jusqu'à n'importe quel nombre. On symétrise, et ça c'est le poids qu'on avait avant. Je dois dire, pour moi, c'était une surprise. Je n'ai pas eu l'intention de créer une formule qui coïncide avec Bose-Einstein. C'était simplement une conséquence des définitions auparavant. Alors, c'est-à-dire que on peut faire, revenons un petit peu. Ça, c'est la fonction génératrice. Ici, j'ai juste écrit que cette formule, l'énergie est proportionnelle à un état de base multiplié par le degré de dégénérescence. Voilà. Alors, maintenant, il faut normaliser par une fonction de partition, si on veut vraiment. Ceci est positif. Bose-Einstein, c'est vraiment une probabilité. C'est positif, normalisable. Alors, c'est vraiment une mesure de probabilité. Et ça, c'est la fonction de partition qu'on peut calculer. Et finalement, on arrive à un objet qui est essentiellement une expectation value, en sens de probabilité. Alors, l'objet qui était le nombre de Hurwitz pondéré avec D comme, disons, énergie totale, mu nu comme 2 points protégés, et cette fonction génératrice est une valeur d'attente. Alors, on regarde maintenant les Hurwitz comme variables aléatoires. Ceci est le poids probabiliste sur l'espace de K-tuple de partition. Et la formule qu'on a vue auparavant ne fait que dire que ça, c'est la valeur d'attente de Hurwitz classique. Avec un poids qui, fort exemple,
au cas de Bose-Einstein. Maintenant, très rapidement, ça c'est juste le résultat global. Il y a beaucoup d'autres développements qui ont eu lieu depuis lors. J'ai travaillé avec un probabiliste, János Ortmann, pour étudier le comportement classique. Maintenant, classique dans le sens que H bar tend à 0. Alors, c'est vraiment, pour des autres buts, récursion topologique, etc., c'est le bêta qui joue le rôle de H bar. Ici, il y a vraiment un H bar qui est relié avec le paramètre Q. Alors, la limite où H bar tend à 0 et la limite où Q tend à 1 moins par en bas. Et c'est vraiment H bar tend à 0. Si on fait la limite en faisant une normalisation convenable, ça c'est juste un théorème combinatoire que je cite. Il y a une sorte de limite stable. Les résultats, si le n, le nombre de recouvrements, est suffisamment grand par rapport à l'énergie totale, ça devient stable, c'est indépendant de n, et les résultats portent pour n'importe quel nombre de... Il faut que ça soit plus grand ou égal à 2 fois d. d est la somme des colongaires. Dans ce cas-là, c'est indépendant de n, et les probabilités sont indépendantes de n, et alors si on fait cette limite, on prend un petit paramètre, et epsilon tend à 0, alors le dilog quantique tend à 0, et l'exponentielle devient l'exponentielle de z, c'est le cas de Okonkov. Alors la limite classique de ce truc quantique est le cas de Okonkov. Le chemin le plus probable dans le diagramme de Cayley est le chemin classique, et ça c'est ce que Okonkov utilise. Seulement des étapes de transposition, rien d'autre. Alors la factorisation avec d'autres, alors c'est comme une pondération où on donne poids uniforme aux partitions simples et 0 à n'importe quoi. C'est une mesure de Dirac sur les simples branchements. Alors la limite est là, mais on a calculé un peu plus que ça. On a commencé à faire la série semi-classique. Je ne vais pas insister là-dessus parce que le temps presse, mais alors, on identifie lambda avec les colongueurs de mu. Ici, c'est juste notation, ça c'est l'ensemble de partitions, etc. Et on a une push forward, puisque la pondération oublie tous les détails des partitions mu1 jusqu'à mu-k, sauf leur colongueur. Tout dépend seulement du colongueur, c'est ça qui détermine l'énergie. Alors il y a une push forward et une projection de cette mesure probabiliste sur l'espace de partitions, des partitions lambda, dont les parts sont les colongueurs. Alors, on peut définir en général, les probabilistes connaissent très bien, une mesure de Dirac qui prend valeur 1 sur un ensemble 0 ailleurs. Et ici, c'est juste notation. Si on a une partition, ici, on a fait quelque chose un peu différent. On a catégorisé le nombre de lignes. Alors, tout ce qui figure là, c'est le nombre de fois qu'un bloc de longueur 1 apparaît ou longueur 2, etc. Alors, parce que c'est les seules choses qui figurent dans la formule asymptotique. Alors, c'est un raccourcissement de notation pour les partitions. Alors, d'abord, le résultat est que la probabilité quantique décrite avant converge faiblement en mesure de Dirac pour les simples partitions. Et par conséquent, les nombres de Hurwitz pondérés et fonctions de partition également convergent au cas de Okonkov et Pandé. Maintenant, c'est la même notation qu'avant. Alors, changeons le paramètre de Q à epsilon et faisons un développement semi-classique. Alors, la pondération W' contient celui de Dirac, c'est le cas de Okonkov, Pandé, plus des termes d'ordre
derrière. Et nous avons calculé ceci, mais c'est très facile à calculer à n'importe quel ordre. C'est un nombre fini de termes. Il n'y a qu'un seul type de terme qui contribue à cela, notamment cela. Et pour cela, il y a 3 types de termes qui contribuent, pas seulement le simple, mais aussi ceci. Aussi cela. Et aussi ceci. Il n'y a que 3 types de diagrammes de Young qui contribuent à la prochaine approximation semi-classique. Et ensuite, il y a 5 pour 2, etc. Alors, voici une formule. Les coefficients sont... Alors ça, c'est pour la fonction de partition. Les coefficients sont rationnels dans le D. On a calculé les 2 premiers termes. Et ça, c'est les 3 cas que j'avais mentionnés. Ceci commence avec puissance 1 de Q, ça commence avec puissance 0, et ça, c'est les négatifs. Ils ont les mêmes limites classiques, mais la prochaine terme est différente. Et si on regarde la valeur d'attente ou le truc pondéré, alors on a gamma 1, c'est juste une formule ici, gamma 1 est juste formule combinatoriale. On multiplie ça par le cas de Okounkov. Ça c'est le cas de Okounkov essentiellement pour le nombre de Hurwitz. C'est ce qu'il a appelé COV D. Ça c'est le prochain terme où on admet le L2 et aussi le L3 qui est ceci, et aussi un L2 carré qui est ceci. Are these coefficients meant to satisfy some nice equation? I don't know. Well, you can see what they are. They're all rational in D. They're W functions. Do you expect them to satisfy some nice equation? You mean the weights? The W weights? The thing in the parentheses, the entire thing. The terms in the extension, the question. Yeah. So you know explicitly what they are. These are the pure Hurwitz numbers. Pure Hurwitz numbers multiplied by a function of D only, which is rational. The sum of 3 of those. So we know this all explicitly. This is just the special case of the pure Hurwitz number. Just to extend Rena's question, is there a notion of quantum tau function which would satisfy some Q difference Godard or Hirota equation? Well, we have a tau function, but I don't know if that's the thing that should be the quantum tau function. We have a tau Because there is function. such a thing as discrete. Okay. Yes, okay. Here I'm on dangerous territory, but this whole thing, thanks to Bertrand, can be embedded, I mean, not just the quantum case, the whole shebang can be embedded into the topological recursion program. And you know there's a tau function there. And there's a quantum spectral curve. And the quantum spectral curve is an ordinary differential equation. It's not a difference equation, but there are variants where it could be a difference equation. Now, if you ask me, is this generating tau function, on the one hand, for these invariants, the same as the tau function for the isomonodromic deformations of that quantum spectral curve? I will answer you, I don't know. À voir, to see in the future, but maybe, probably Bertrand will have some optimistic prediction that they coincide, but This is a semi-classical development, right? So this is a you semi-classical, wouldn't yeah. expect them to satisfy difference equation. No. Satisfy quotient equation. No, but Philippe was asking, is there an another tau function, which is really the tau function somehow associated with these weighted things, and the most obvious candidate would be the tau function that enters in the topological recursion. But we have that. We know what it is. But to connect these two up, I don't know how. Maybe Bertrand will pull out another miracle from his drawer and connect up the two. I don't know. So there are 2 tau functions sitting around. One is this generating function, and the other one is the one really related to the quantum curve. Okay. Last thing. I shifted languages somehow. Il y a une autre limite qu'on utilise, ça c'est le cas où T tend à 0, zero temperature limit. Ça correspond à Q qui tend à 0 plus. Et c'est très facile, c'est extrêmement facile et le résultat est très amusant. Comme le cas classique redonne Okounkov et Pandey comme limite, le cas
Zéro température donne les courbes de Belly. 3 points de branchement seulement, avec une mesure de Dirac. Nous n'avons pas calculé les autres termes, mais ça c'est le résultat que... Ok, c'est peut-être... The Dirac measure en delta D, vous voyez D, ça veut dire une partition comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Une partition comme ça, pour lambda, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule lambda truc mu, n'est-ce pas? Qui est, et mu est D. Est-ce que j'écris ça correctement? Non. N'importe quoi, mais seulement une seule point de branchement, puisqu'il n'y a qu'une seule partie. Le nombre de lignes dans ceci donne le nombre de points de branchement. Alors, il y a une ligne, c'est une courbe de Belly. Alors, les cas de Okounkov donnent limite classique, le cas de Belly donne limite zéro température. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a des références, des travaux, pour la plupart, ils sont publiés, sinon ils sont sur le net. Le truc, température zéro, est en préparation. Merci beaucoup. I had a question about, before you started quantizing terms, you had the generating function for arbitrary Hurwitz numbers. Mhm. And that's whose theorem? That's your theorem? It's my theorem. So you have the generating I should say, attention, I didn't start to quantize things. What I said was, take the classical weightings, which have an infinite number of arbitrary indeterminates, and choose a special case of this. For belly curves, for quantization. Right. Before that, right? So it's a special choice. There is something else which I didn't talk about, but I think you know about, another paper which is mentioned here, namely quantum Hurwitz numbers and McDonald polynomials, where we have the C's are anything, they're just like before. And we also have a pair of parameters. So it's not, but you can get the same limit by setting all the C's equal to 0 instead of equal to powers of Q. So that, I would say, is a sort of quantum deformation of the classical weighted Hurwitz. This is just, this is the simplest possible way to choose a weight that is not Belly and not Okounkov, etc. And it gives something which is recognizably quantum. It's a quantum Bose-Einstein gas. But this is another subject. The idea of using McDonald polynomials as weights is what I would really call the quantization. So the fact that Macdonald polynomials play a role, does it mean that like the symmetric group has to be replaced by some affine vector? No, it's a much more trivial role than that. The developments are still Schur functions. It's not, you don't develop in McDonald polynomials. What gets replaced is the elementary and monomial and forgotten and complete symmetric functions which appear as weights with respect to the Hurwitz numbers are replaced by McDonald polynomials. So it's just a McDonald weighting. You have any hint of the nature of the asymptotic expansion? Divergent, convergent? I don't dare to answer that. You mean the semi-classical? Yes. All I can say is, in a finite amount of time, we can calculate every coefficient. There's only a finite number of terms in each, and the coefficients are all rational functions of D. So there's probably some conjecture that's going to come out. How do they grow? Yeah, exactly. Well, we just didn't do it, but it's something very worthwhile doing, of course, and we're thinking of trying to get an asymptotic series out of it. Is it really an asymptotic series? Well, let's say a formal series. Whether it's an asymptotic series or not remains to be seen. Because, well, for me, what you call classical limit, I
would say this is infinite temperature limit of the quantum Bose-gas. You could think of it as that. So I'm not sure that it is asymptotic. Well, it's also h bar 0 limit, so it's as often large quantum number and semi-classical. I mean, you know. Infinite temperature. Yeah. The thing is, I've invented a lot of fictional constants here, okay? We have h bar, omega 0, k, t, so you can get the same limit in many ways, but yeah, it's true. If you take t 0 here, then it's the same as h bar goes to 0. Well, it seems that it will not be asymptotic in the expansion. Maybe not. You think it's convergent? It could be. It could be. Oh, well, if it's convergent, it's also asymptotic. So, I mean, the zero temperature one. Which one? Which one? Confusing. Q goes to 1 is semi-classical, in my interpretation. But you could look at it as T0, T infinite. And you think it will be convergent? It might be, I don't know. Well, look at the first couple of coefficients. Make a guess. It looks good. But not really. Yeah, okay, you've got a growth of factorial in the denominator, linear in the numerator. If it keeps up like that, then there could be a convergence. Strong convergence, actually. No, because it's not, no. You should factor out the 1 over d factorial, and all that's left is a d, so it's not obvious. It's not a d minus 1, 3 minus d over d minus 1. You don't get higher factorial. Okay, the thing is we have to do the next order to see if you get a higher power of the factorial or not. So you showed us a probability distribution. So is there any, do you expect any interesting limit shape theorems as to the typical shape of these branching views? I don't know enough to answer that question intelligently. I'm sure my collaborator will, or I hope that with more work with János that we will get something like that. Well, of course, we can dream about universality or I don't know what, but it's tricky because there's so many parameters. There was one thing which was very encouraging. So basically you introduce two external points which are this mu and mu. So Mhm. Yeah. then They're themselves neutral. You could imagine they have some fixed shapes. That Yeah, are yeah. fixed. Then ask the question, Well, what kind of limit shapes would you K would accommodate for that? we originally were thinking, what about infinite genus? What about infinite number of sheets? We were very happy. Of course, genus is the same as D. So we were very happy to find that there's a strong stability, which is purely combinatorial, which says that if you choose the number of sheets big enough relative to the D, it's independent of that. So we've dropped the idea of large N limit because it meant nothing. But large D limit is a good question, and small h bar. Okay, I don't know. Future work.